Avant de commencer le visionnage de cette vidéo, veuillez prendre les polycopiés que je vous ai distribués lors de la dernière séance. Passons maintenant au deuxième point de ce thème. Il va falloir que nous nous interrogions sur la manière d'utiliser l'énergie sur la planète par l'humanité. Ainsi, j'ai intitulé le chapitre 2 des ressources de la planète en guise d'énergie pour l'humanité. Les énergies utilisées couramment à l'heure actuelle sont essentiellement des combustibles fossiles, mais vous savez que la transition énergétique nous amène à devoir utiliser de plus en plus d'énergie qualifiée de renouvelable. Nous allons donc nous interroger dans un premier temps sur les conditions nécessaires à la formation d'un combustible fossile. Puis nous verrons comment produire et optimiser de l'énergie à partir des énergies renouvelables. Nous allons donc dans un premier temps nous intéresser à la manière dont est produite une énergie fossile et pourquoi on peut dire que de brûler un combustible fossile revient à utiliser une énergie solaire du passé. Regardons une animation pour expliquer la formation du pétrole. Les déchets organiques sont composés de carbone, d'hydrogène, d'azote et de dioxygène. La plupart issus de la mort des êtres vivants, animaux ou végétaux, sont généralement détruits et digérés par les bactéries. Mais certains se déposent au fond des mers fermées, des lagunes, des lacs et des deltas ou d'autres milieux aquatiques pauvres en dioxygène. Ils sont ainsi protégés de l'action des bactéries. Là, les matières organiques se mélangent à des sédiments, sable, argile, sel et s'accumulent par couches successives pendant des millions d'années. Les couches les plus anciennes se trouvent ainsi enfouies sous les plus récentes. Par leur propre masse, ces couches sédimentaires s'enfoncent naturellement. Le phénomène de tectonique des plaques, en agitant le manteau de la Terre, les casse et les entraîne plus profondément dans l'écorce terrestre. Plus les couches sédimentaires s'enfoncent, plus la température et la pression augmentent. Des réactions chimiques éliminent alors les atomes d'azote et les restes de dioxygène. Il ne reste que des molécules formées de carbone, d'hydrogène, qui constituent les hydrocarbures liquides et gazeux. Ces derniers se retrouvent au sein d'une roche appelée roche-mère. Ces hydrocarbures vont se déplacer sous terre car, plus légers que l'eau, ils ont tendance à remonter vers la surface de la Terre. Si rien ne les arrête, ils s'échappent et suintent à la surface ou bien se solidifient en bitume en perdant leurs constituants volatiles. Mais si au cours de leur migration, les hydrocarbures rencontrent une couche imperméable qu'on nomme la couverture, ils sont alors piégés en dessous dans les interstices microscopiques et les fissures d'une roche, dite roche-réservoir. Dans cette roche-réservoir, la partie gazeuse des hydrocarbures remonte lentement au-dessus du pétrole en repoussant vers le bas la nappe d'eau. Un géologue soupçonnera-t-il quelques dizaines de millions d'années plus tard l'existence de ce piège et ainsi découvrir un gisement de pétrole ou de gaz? Les conditions nécessaires à la formation de combustibles fossiles tels le pétrole ou le charbon nécessitent un milieu à haute productivité photosynthétique. Ce peut être une forêt tropicale du passé, mais aussi des océans riches en matière planctonique qui, à leur mort, grâce à un enfouissement rapide, conduira à une conservation de la matière organique du fait de l'absence d'oxydation. Cette matière organique se transforme en huile, en gaz, et ainsi on pourra la récupérer quelques millions d'années plus tard sous forme de pétrole. Notez que pour obtenir 1 litre d'essence actuellement, il aura fallu que 23 tonnes de matière organique soient transformées sur une période d'au moins 1 million d'années. Résumons l'ensemble de ces informations dans un schéma. Alors que l'animation présentait la formation de pétrole, voyons via ce schéma la manière dont se forme le charbon. Il faut, comme pour l'animation, l'installation d'une grande zone de production de matière organique. L'installation d'une forêt tropicale, par exemple, est nécessaire à la création d'un gisement futur de charbon. L'accumulation de cette matière organique au sol, morte, sous certaines conditions de non-oxydation, permettra de créer une réserve de matière carbonée et d'hydrogène. L'ensemble de cette matière carbonée associée à l'hydrogène forme ce qu'on appelle des hydrocarbures. L'apport massif de sédiments permettra de conserver cette matière organique et d'empêcher sa dégradation.
Ainsi, l'enfouissement de cette matière organique avec une association d'augmentation de la température et de la pression permettra de générer soit du pétrole, soit du charbon selon la matière organique initiale. La présence de restes organiques dans les combustibles fossiles montre qu'ils sont issus d'une biomasse. Vous avez tous déjà vu des fossiles de fougères piégés dans les schistes que l'on retrouve sur les terris de nos régions. Je vous en montrerai un en classe la fois prochaine. Dans des environnements de haute productivité, une faible proportion de matière organique échappe à l'action des décomposeurs que nous avons vus dans l'activité précédente, puis se transforme en combustible fossile au cours de son enfouissement. La répartition des gisements de combustibles fossiles montre que conservation de la matière organique se déroule dans des circonstances géologiques bien particulières. La connaissance de ces mécanismes permet de découvrir les gisements et de les exploiter par des méthodes adaptées. Pour conclure sur cette partie, on peut dire que, en effet, l'utiliser des hydrocarbures à l'heure actuelle revient à utiliser une énergie solaire du passé. En effet, le pétrole et le charbon sont issus de matière organique végétale. Cette matière organique végétale ou animale en partie pour le pétrole a été formée grâce à la photosynthèse qui s'est réalisée il y a des millions d'années, selon le même principe que nous avons étudié dans le premier chapitre. Ce document présente la manière dont circule le carbone entre les différentes enveloppes terrestres, à savoir la biosphère, l'atmosphère, l'hydrosphère ou encore la lithosphère. Vous voyez que ce cycle fonctionne en boucle. En revanche, ce que nous venons de voir, c'est que la formation des hydrocarbures, c'est-à-dire de la matière organique fossile, met des millions d'années à se réaliser. De ce fait, de brûler en quelques instants des hydrocarbures, à l'heure actuelle, ne permet pas d'être contré par ce phénomène très lent de fossilisation de la matière organique. Conclusion, en brûlant cette matière fossile, on augmente le CO2 de l'atmosphère. Ce CO2 de l'atmosphère ne peut pas être piégé en quantité suffisante dans l'hydrosphère et dans la biosphère. De ce fait, on constate à l'heure actuelle une augmentation de ce taux de CO2 dans l'atmosphère du fait de l'utilisation des énergies fossiles. Ces réserves de combustibles fossiles, c'est-à-dire la fraction des ressources exploitables par l'homme, ne sont pas inépuisables. Ainsi, les réserves actuelles de pétrole couvrent 50 années de consommation mondiale tout au plus. Les combustibles fossiles ne sont donc pas les ressources énergétiques de l'avenir. Nous verrons donc la fois prochaine en classe comment l'utilisation d'énergie d'origine solaire peut-elle couvrir les besoins énergétiques de l'homme. J'entends par énergie solaire toutes les énergies renouvelables que nous étudierons dans le détail en classe.